Le franc CFA, symbole contesté de la persistance du néocolonialisme français, est-il condamné? En tout cas, sur le continent, il cristallise le ressentiment de la jeunesse. Et l'élection au premier tour de Bassirou Diomaye Faye, dont le parti a promis qu'il sortirait du franc CFA d'une manière ou d'une autre s'il était porté au pouvoir au Sénégal, n'arrange pas les choses. Du côté de Paris, dans cette période d'incertitude, le discours est désormais le suivant. Ce n'est plus notre problème, c'est le problème des Africains. C'est ce qu'a en tout cas expliqué Stéphane Séjourné à nos confrères de RFI et de France 24 à la fin d'une tournée africaine. On écoute. Bassirou Diomaye Faye veut quitter cette zone. Une réforme a été annoncée en 2020, mais elle a échoué. Pourquoi ? Bon, d'abord, sur le franc CFA, nous ne sommes plus dans la gouvernance, nous n'avons plus de réserve en France, notamment pour garantir la monnaie. J'ai aucun avis presque sur le sujet. Si les pays africains se mettent d'accord pour changer le nom, organiser différemment leur organisation monétaire, c'est de la souveraineté des États. Et nous voulons bien accompagner ce mouvement. S'il s'agit uniquement du symbole du nom, il peut être changé. S'il s'agit d'une organisation différente de l'organisation monétaire, elle peut également être changée. C'est de la décision de la souveraineté des États africains et c'est pas à la France d'avoir un avis là-dessus. Nous avons fait notre part du chemin en sortant de la gouvernance du CFA. C'est maintenant aux États africains de le décider. Avez-vous fait attention? Stéphane Séjourné n'a pas répondu à la question sur les annonces non suivies d'effet d'Emmanuel Macron et d'Alassane Ouattara en 2019. Souvenons-nous. C'est acté, le franc CFA va disparaître en 2020. Historique, c'est le mot qu'ont utilisé les deux présidents, Emmanuel Macron et Alassane Ouattara, à la sortie de leur entretien bilatéral lors de la conférence de presse. Trois principales choses vont changer. Premièrement, c'est le nom du franc CFA, il va devenir l'éco. Deuxièmement, les réserves de change ne seront plus obligatoirement logées au sein du Trésor français. Et puis, la France ne fera plus partie des instances dirigeantes de cette monnaie. En revanche, la France va continuer à garantir cette monnaie et la parité avec l'euro restera. En effet, il n'y a pas de quoi se vanter de ce qui a été tout au plus un moment d'enchantement. Qu'est-ce qui va se passer désormais? À quoi correspond la nouvelle posture de Paris qui va au final assumer de fermer la porte et de passer à autre chose? Le CFA est-il condamné ou va-t-il perdurer? Pour répondre à ces questions, j'ai sollicité l'économiste Ndongo Samba Sylla. Ndongo Samba Sylla est auteur avec Fanny Pigeot de L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA, paru aux éditions La Découverte et dont la version de poche vient de sortir, mais également de La démocratie en France-Afrique, une histoire de l'impérialisme électoral. Il faut regarder Décrypter l'Afrique, l'entretien. Si vous êtes intéressé ou passionné par l'actualité et les enjeux africains, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube Décrypter l'Afrique où vous retrouverez de nombreuses autres vidéos sur le continent. Bonjour, Ndongo Samba Sylla. Bonjour Théophile. Alors, que penser de la dernière sortie de Stéphane Séjourné, chef de la diplomatie française sur le franc CFA et son avenir? En gros, il explique que la France est déjà sortie et que dans le fond, ce n'est plus son problème. Tout au plus, elle peut accompagner les Africains dans leur volonté de réforme si elle existe. En fait, c'est une sortie qui est paradoxale. Pourquoi? Parce que tout d'abord, comme vous l'avez rappelé plus tôt, il y avait la réforme de 2019. Et quand la réforme a été annoncée, on a vu dans les journaux français, etc., que c'était la fin du franc CFA. Et quand on avait parlé de la fin du franc CFA, souvent même la précision n'a pas été faite que la réforme concernait seulement l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire les 8 pays qui utilisent le franc CFA en Afrique de l'Ouest, à l'exclusion des 6 autres qui utilisent le franc CFA en Afrique centrale. Et donc, on avait parlé de la fin du franc CFA. Et aujourd'hui, on voit le ministre des Affaires étrangères nous dire que, en fait, c'est pas la France d'en parler. On n'a pas vu la Chine, on n'a pas vu les États-Unis, on a vu aucun pays parler du franc CFA, seulement de la France. Et dans son discours, le ministre des Affaires étrangères français a dit, bon, si les Africains veulent changer le nom ou l'organisation, on peut les accompagner. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus le franc CFA, mais nous y sommes toujours. Donc, c'est un discours qui est très paradoxal.
Et quand on parle des Africains en général, que c'est le problème des Africains, en Afrique centrale, ils ont toujours le franc CFA, il n'y a pas eu de réforme, et la France contrôle toujours le franc CFA, que ce soit en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Donc la réforme de 2019, peut-être on en parlera, mais ce qui est certain, c'est que c'est une monnaie qui est devenue politiquement illégitime et on le voit de jour en jour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2019-2020? C'était quoi? C'était abracadabra, le franc CFA a disparu. Quels ont été les éléments de cette réforme et en quoi cette réforme finalement a permis de changer ou de ne rien changer? En fait, le 21 décembre 2019, et qui correspond, si je ne me trompe pas, à l'anniversaire du président Emmanuel Macron, et donc c'était à Abidjan, et donc là, à la surprise générale, une réforme du franc CFA a été annoncée. Quand je dis à la surprise générale, cette surprise inclut la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette information a été donnée par le rapport du député français Jean-François Mbaye, qui dit, bon, dans son rapport, que la BCEAO n'avait pas été mise au parfum. Et donc, qu'est-ce qu'ils décident ce jour-là? Ils disent trois choses. Premièrement, que la BCEAO était tenue jusque-là de déposer 50% de ses avoirs extérieurs, de ses réserves de change, auprès du Trésor français. Et donc, ce compte d'opération a été fermé depuis lors. La deuxième chose, ça a été de dire qu'il n'y aurait plus de représentants français dans les instances de la BCEAO, dans les instances techniques. Et donc, il y a eu un nouvel accord de coopération. Et donc, cet accord dit que, bon, il y aura plus ces représentants, mais il y aura une personne désignée par la France et les 8 pays de l'Union économique monétaire ouest-africaine pour, en tout cas, assurer le reporting quotidien auprès du Trésor français. Ça veut dire que de ce point de vue-là, il n'y a pas eu de changement véritable. Donc, les représentants sortent par la porte et un représentant, voilà, entre par la fenêtre. Et donc, la dernière annonce, ça a été de dire que le CFA allait être renommé ECO, parce que, bon, le CFA, au départ, c'est franc des colonies françaises d'Afrique, et ça a été renommé franc de la Communauté financière africaine pour l'Afrique de l'Ouest. Et donc, ECO, bon, ça a créé un problème, parce que ECO, au départ, c'est le nom que la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui rassemble 15 pays de la région, dont les 8... Au-delà des pays francophones qui utilisent le CFA. Oui, tout à fait. Donc, 15 pays. Et donc, ils avaient retenu quelques mois auparavant le nom ECO, diminutif de ECOWAS, qui est le sigle anglais de la CEDEAO, Economic Community of West African States. Et donc, quand Macron et Ouattara ont décidé que le CFA était renommé ECO, bon, ça n'a pas plu aux pays voisins. Et donc, les banquiers centraux, ministres des Finances de ces pays sont sortis au début de l'année 2020 pour dire que nous n'approuvons pas la démarche de Macron. Et quelques mois plus tard, c'est le président nigérien de l'époque, Buhari, qui s'est fendu d'un tweet pour dire que nous n'approuvons pas du tout cette démarche et si ça continue comme ça, nous n'aurons pas le projet de monnaie unique CEDEAO. Et donc, dans l'ensemble, ce qu'il faut dire, c'est que cette annonce était du bluff parce que, bon, on savait tous que le CFA ne pouvait pas être renommé ECO en 6 mois parce qu'il fallait qu'il y ait des procédures parlementaires pour renommer la monnaie, le nom de la monnaie, etc. Pour mettre en place de nouveaux signes monétaires, les billets et les pièces, ça demande du temps. Dans le cas de l'euro, par exemple, il a fallu un délai de 3 ans entre l'euro comme monnaie électronique et l'euro comme, en tout cas, signe fiduciaire, les billets et les pièces. Donc, il a fallu un délai de 3 ans, 99-2000. Et donc, tout ça, on savait que, bon, il n'y avait pas y avoir de l'écho annoncé par Macron Ouattara. Maintenant, pour ce qui est de la fermeture du compte d'opération, la question qu'on peut se poser, c'est où est passé l'argent qui était sur les comptes d'opération? Et donc, quand on regarde les états financiers de la BCEAO, on se rend compte que l'argent qui était placé auprès du Trésor français dans les comptes d'opération, pour l'essentiel, ça a été utilisé pour acheter des titres de dette souveraine en euros, c'est-à-dire pour acheter des dettes émises par des gouvernements européens. Et donc, on peut supposer que, bon, la France en fait partie, parce que le reporting de la BCEAO n'est pas du tout transparent. Donc, une manière, en tout cas, d'expliquer cette chose, c'est de dire qu'en fait, on a fermé le compte d'opération, mais l'argent est passé de la poche gauche, c'est-à-dire du compte d'opération, à la poche droite du Trésor français. Donc, en gros, cet argent, il est probable qu'une bonne partie de cet argent n'ait jamais quitté le Trésor français. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est pas transparent, mais bien sûr. Mais dans tous les cas, c'est que cet argent-là, bon, tant qu'on maintient la parité fixe avec l'euro, parce que la plupart des économistes qui critiquent le franc CFA, ils disent on ne veut pas de cet arrimage à l'eau. Et ça n'a pas changé avec la réforme. Parce que cette réforme-là également, bon, a entraîné un renouvellement de l'accord de coopération.
Et donc, l'accord de coopération, il dit, bon, la France est toujours là, elle peut toujours intervenir à tout moment s'il y a une crise ou une perception de crise. Et donc, la France maintient, entre guillemets, un rôle de garant et la parité fixe ne bouge pas, la parité fixe avec l'euro ne bouge pas. Et le principe de la libre transférabilité, c'est-à-dire la liberté de circulation des capitaux et des revenus, en tout cas entre ces pays de l'UEMOA et la France, tout ça est maintenu. Et Et ça donc, profite aux entreprises françaises. entreprises françaises, mais pas seulement, en tout cas, tous ceux qui opèrent en eau et tous ceux qui veulent rapatrier leurs profits et dividendes, etc., en bénéficient. Et donc, du coup, ce n'est pas une réforme monétaire, hein, c'est une réforme administrative pour s'occuper de ce qui a été appelé à l'époque les irritants politiques. Mais donc, ça veut dire que c'est le statu quo. Rien n'a bougé fondamentalement depuis 2019. Et dans cette réforme, il est prévu que certaines mesures entrent en œuvre si il y a une crise monétaire dans les pays de la zone CFA Afrique de l'Ouest. Et alors, à ce moment-là, l'ingérence devient encore plus forte que par le passé, si j'ai bien compris. Tout à fait. Il est dit clairement que s'il y a une crise ou une perception de crise, la France revient avec voie délibérative, etc. Parce que le principe, en fait, qui gêne, c'est la tutelle. C'est que l'accord de coopération monétaire qui s'est doublé d'une convention de garantie, en fait, tout ceci matérialise une tutelle de la France sur la BCEAO, sur les institutions de l'Union économique monétaire ouest-africaine. Parce que la France est dit, moi, je m'engage, entre guillemets, à garantir la parité entre le franc CFA et l'euro. Ça veut dire quoi? À chaque fois que la BCEAO n'a pas assez de moyens de paiement extérieurs, le Trésor français peut lui prêter des euros. C'est ça le contenu de la garantie. Mais depuis 1960, jusque-là, en fait, la garantie n'a pas été activée. Elle a été activée juste entre 80 et 90, durant la période de la crise de la dette internationale, pour permettre aux capitaux français de sortir, etc. Mais à part ça, ça veut dire que sur plus de 60 ans, c'est généralement les banques centrales, BCAO et la BEAC en Afrique centrale, qui ont mis à disposition les réserves de change au bénéfice du Trésor français. Et ce qu'il faut dire, c'est que généralement, ces réserves sont rémunérées. Mais les rémunérations ont été pas très avantageuses pour ces banques centrales. Pourquoi? Parce que, en fait, ces rémunérations ont été soumises à ce qu'on appelle les taux d'intérêt négatifs. Quand on dit taux d'intérêt négatif, c'est-à-dire, supposons qu'on vous dise, on vous donne une rémunération de 5%, la banque vous donne une rémunération de 5% sur vos dépôts, mais le taux d'inflation est de 10%. Donc, ça veut dire qu'en termes de pouvoir d'achat, vous perdez, vous avez moins 5%. Et donc, ça veut dire que, comme disait l'économiste camerounais Joseph Tuan Pouemi dans son livre de 1980, en fait, c'est comme si les banques centrales eux-mêmes, en fait, paient le Trésor français euh, pour qu'il leur garde les réserves de change. Donc ça a été la situation. Ça veut dire que c'est un système qui ne comporte pas de coût économique pour le Trésor français. Et donc, on peut comprendre pourquoi la France a toujours traîné les pieds pour dire, voilà, je ne sortirai jamais du CFA. Parce que pour faire taire les critiques, la France aurait juste pour dire, moi, je me retire du système, plus d'accord de coopération monétaire, plus de garantie, d'autant plus que la garantie elle est inexistante parce que ce sont les banques centrales qui mettent à disposition leurs moyens de paiement, en tout cas au compte du Trésor français. Oui, donc la tutelle, elle a officiellement disparu, mais je le disais, en cas de crise, elle revient encore plus fortement dans dans le nouveau système. En fait, la tutelle n'a pas disparu parce qu'elle est matérialisée par un accord de coopération monétaire et une convention de garantie. Parce que la tutelle, elle se manifeste par l'arrimage à l'euro. Et la France, elle dit, moi, je peux vous donner, en tout cas, vous prêter des euros. Le Trésor français dit ça, tant que vous acceptez la parité fixe avec l'euro. Et donc, c'est comme ça que ça marche et c'est entériné. Donc, il y a toujours une tutelle. La réforme de 2019 n'a pas fait disparaître la tutelle. La tutelle, elle est là, toujours là. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a dans les nouveaux accords des dispositions qui permettent au Trésor français de revenir plus fort que jamais dans l'administration du franc CFA en cas de déséquilibre. Oui, oui, en cas de crise, oui, ou de perception de crise. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a plus formellement de représentants avec voix délibérative, mais s'il y a une crise, une perception de crise, le Trésor français va revenir comme avant 2019. Et voilà. Mais dans tous les cas, en fait, ce qui compte, c'est le fait que c'est la France qui contrôle la BCEAO, qui contrôle les institutions de l'UEMOA à travers cette coopération, cet accord de coopération monétaire, la convention de garantie.
Et la meilleure preuve de cela, ce sont les sanctions qui ont été infligées au Mali en janvier 2022 et au Niger depuis juillet 2023. Parce que ce qui s'est passé, c'est que ces pays, en fait, ont été l'objet de putsch militaires et ces gouvernements militaires, voilà, n'étaient pas en très bons termes avec la France, ne sont toujours pas en très bons termes avec la France. Et la France a utilisé des pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire pour activer des sanctions qui ont été endossées par la CEDEAO. Mais ce qui est intéressant, c'est Par la BCAO. par la BCEAO, mais aussi par la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Parce que si c'était seulement dans le cadre de l'UEMOA, on aurait pu dire que, bon, ça porte l'empreinte de la France. Mais quand les mêmes sanctions sont endossées par la CEDEAO, bon, là, on peut dire que, bon, la CEDEAO, il y a le Niger, il y a le Ghana, ces pays-là ne vont pas, en tout cas, suivre ce que dit la France, etc. Mais c'était ça la suspicion. Parce que, en fait, la Guinée avait aussi un régime militaire à l'époque, a toujours un régime militaire. Et donc, les sanctions s'appliquaient dans le cas de la Guinée. Mais la Guinée a sa propre monnaie nationale et on ne peut pas demander à la Banque centrale guinéenne de priver l'accès du gouvernement guinéen à ses propres comptes. Mais dans le cas du Mali, en janvier 2022 jusqu'à l'été 2022, c'était possible. Et dans le cas du Niger, depuis juillet 2023, ça a été le cas. C'est-à-dire que la BCEAO a illégalement privé l'accès de ces gouvernements à leurs propres comptes et leur a privé de la possibilité de se refinancer sur le marché financier de l'Union économique monétaire ouest africaine. Donc, ces pays ont fait involontairement défaut sur leurs dettes du fait du comportement de la BCEAO qui est contrôlé par le Trésor français. Et donc, à l'ère du néolibéralisme, les banques centrales sont supposées être indépendantes des gouvernements. Et donc là, vous avez une banque centrale qui viole de manière flagrante ses statuts et donc qui met en place des sanctions qui, d'une certaine manière, vont pénaliser des investisseurs et vont pénaliser des gouvernements parce que c'est une forme d'asphyxie financière qui a été opérée, en tout cas, contre ces gouvernements. Et donc, tout ça est totalement illégal parce qu'il n'y a pas de base légale, il n'y a pas de texte au sein de l'UEMOA qui disent qu'il est possible pour la BCEAO ou pour les pays membres de sanctionner d'autres pays qui seraient, en tout cas, l'objet de putsch militaires, etc. Il n'y a pas ces textes. Et d'ailleurs, les textes disent que tout ce qui entrave la liberté de circulation des signes monétaires au sein de cet espace, tout gouvernement qui sait ça doit être exclu. Donc, ça veut dire que tous les autres gouvernements devaient être exclus, sauf les gouvernements qui ont réalisé des putsch militaires. Et donc, ça montre clairement l'empreinte néocoloniale sur le système CFA qui est toujours contrôlé par la France. Alors Philippe-Henri Dacoury-Tablé, ancien gouverneur ivoirien de la BCEAO, a dit de son côté que les jeunes générations ne veulent pas de réformes mais exigent une rupture. Alors c'est assez savoureux de la part de l'ancien gouverneur de la BCEAO, mais c'est quoi la différence concrètement entre la rupture et la réforme du franc CFA? Bon, je pense que ce sont des nuances de vocabulaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a différentes critiques qui ont été apportées au système CFA. Et de voir qu'un ancien gouverneur de la BCEAO prendre la plume pour dire que ce système est légitime, je pense que c'est très significatif, très, très significatif. Parce que généralement, une manière de dire que tous ceux qui critiquent le CFA sont des ignorants, etc. Mais là, on voit quelqu'un qui a été aux affaires qui dit que ce système ne marche pas pour les Africains. Quel que soit, je veux dire, son point de vue, c'est quand même intéressant à signaler. Et donc, il y a plusieurs types de critiques apportées au système CFA. Et la critique la plus répandue, et c'est celle qui a fait que les gens s'intéressent au CFA, c'est la critique en termes de souveraineté pour dire que nous ne voulons pas que la France fasse partie du système CFA, que la France nous laisse seuls avec notre monnaie, en fait. Et cette critique de souveraineté consiste à dire nous ne voulons plus déposer les réserves de change auprès du Trésor français, nous ne voulons plus de représentants français. Le nom nous gêne, l'acronyme nous gêne, FCFA, ça nous fait penser au franc des colonies françaises d'Afrique. Et nous voulons nous-mêmes imprimer nos billets et pièces et pas que la Banque de France le fasse pour nous, etc. Donc, vous avez cette critique en termes de souveraineté. Et la réforme de 2019 a tenté maladroitement de répondre à ça. Et évidemment, ça a échoué parce que c'est pas une réforme significative. Et donc, il y a une autre critique qui est la critique, disons, économique, qui consiste à dire que ce CFA-là ne permet pas le développement économique. Pourquoi? Déjà parce que la parité fixe à l'euro ne se justifie pas si on regarde l'évolution du commerce des pays qui utilisent le franc CFA. Et si on regarde aussi comment le monde évolue, parce que maintenant, nous commerçons de plus en plus avec la Chine, l'Inde, la Turquie, d'autres pays. Et dans le cas des pays d'Afrique centrale, par exemple, parce que tout leur commerce extérieur est libellé en dollars.
Donc, pourquoi des pays exportateurs de pétrole, de gaz, devraient fixer leur monnaie à l'euro? Ça n'a pas de sens. D'autant plus que la garantie française, elle n'existe pas de fait. Et donc, on a cette critique-là économique qui n'a pas été prise en charge par la réforme de 2019. Mais dans cette critique économique également, il y a une autre plus importante, c'est-à-dire, mais bon, à quoi bon à partager la même monnaie? Si cette même monnaie n'a pas permis le développement des échanges, vous prenez le cas de l'Afrique centrale, les 6 pays de la CEMAC, en 1995 et 2021, le commerce entre ces pays par rapport à leur commerce extérieur total, c'est 1,5% en moyenne. C'est-à-dire que ces pays partagent le franc CFA depuis 1945 et là, on est en 2024 et le commerce entre eux, c'est 1,5%. Et donc, pourquoi ces pays devraient partager la même monnaie? Il n'y a pas de logique économique derrière. C'est une logique politique parce que qui est associée à la logique, disons, héritée du colonialisme. Et donc, on a ces différents types de critiques et qui donnent lieu à différentes, en tout cas, projections en termes de qu'est-ce qu'il faudrait faire pour sortir du statu quo monétaire colonial. Alors, revenons un peu au Sénégal. Le PASTEF, donc le parti de Bassirou Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko, le président et le premier ministre sénégalais, a annoncé les couleurs, mais on sait que l'opposition, le pouvoir, ce n'est pas la même réalité. Mais les choix opérés pour composer le premier gouvernement de l'alternance peuvent être des indicateurs. Par exemple, le Abdourahmane Sarr, le nouveau ministre de l'économie, est-ce qu'il est le pourfendeur du franc CFA qu'on dit? Et est-ce qu'il y a d'autres signaux qui peuvent amener à penser que le nouveau pouvoir sénégalais entrera vraiment en confrontation avec le statu quo monétaire? Oui, en fait, le nouveau gouvernement sénégalais est dirigé par le président Bassirou Diomaye Faye, qui a choisi Ousmane Sonko comme premier ministre, a basé sa campagne sur la souveraineté économique et monétaire, mais aussi sur la transparence et la bonne gestion. Et donc, dans leur programme, ils ont dit, nous voulons une monnaie nationale pour le Sénégal, on va y travailler. Donc, au départ, c'est ça qu'ils avaient dit. Et quand il y a eu les premières critiques, ils ont essayé un peu d'avoir un discours plus conciliant en disant, dans un premier temps, nous allons voir si on peut réformer, si on peut aller vers la monnaie de la CEDEAO, le projet de monnaie à 15 de la CEDEAO. Si c'est pas possible, on va aller essayer de réformer l'UEMOA. Et si tout ça n'est pas possible, on va aller vers une monnaie nationale. Et donc, ce qu'il faut dire, c'est que, bon, le projet de monnaie unique CEDEAO ne verra jamais le jour, hein, je veux dire. Ils ont repoussé ça depuis 1983. Ils avaient dit 2020, après ça a été 2027. Et donc, en 2027, ils diront 2035, en 2035, ils diront 2050. Il y a beaucoup de raisons qui expliquent que cette monnaie ne verra pas le jour de sitôt, mais on n'aura pas le temps d'en parler ici. Donc, ça veut dire que la monnaie unique CEDEAO n'est pas une alternative au franc CFA parce qu'elle ne peut pas exister. Et même si elle devait exister, elle poserait des problèmes similaires au franc CFA. Et donc, ça veut dire que soit c'est réformer l'UEMOA, si on pense que l'UEMOA est réformable, et soit sortir pour avoir une monnaie nationale. Le nouveau ministre de l'économie, Abdourahmane Sarr, qui a été au FMI pendant 15 ans, et donc il fait partie des rares intervenants dans ce débat sur le franc CFA qui connaît bien la question. Il connaît très bien la question parce qu'il y a beaucoup qui s'expriment sur la question sans la connaître vraiment. Beaucoup se disent spécialistes, etc. Abdourahmane Sarr comprend l'importance du taux de change. Il a été au FMI, donc il sait l'importance que le taux de change peut jouer pour amortir les chocs. Donc il comprend cela. C'est pourquoi il a dit, soit on réforme l'UEMOA, le taux de change ne convient pas, l'arrimage à l'euro ne convient pas, et si c'est pas possible, le Sénégal doit avoir sa monnaie nationale, ce qu'il a appelé Sénexip. Donc c'était ça sa position. Maintenant, il faut voir dans quelle mesure sa position va être compatible avec celle du nouveau gouvernement. Qu'est-ce qui pourrait donner à penser que ce ne sera pas le cas? Bon, je ne sais pas, parce qu'il y a cet argument pseudo-panafricaniste qui dit que, bon, il faut maintenir les acquis de l'intégration. Mais je veux dire, dans le cas du système CFA, il n'y a pas des acquis de l'intégration, il n'y en a pas. Parce qu'un système qui vous appauvrit, mais c'est un système dont il faut se débarrasser rapidement. Il n'y a pas d'acquis de l'intégration dans le cas du système CFA. C'est-à-dire que si les gens pensent que le CFA est réformable, l'UEMOA est réformable, c'est-à-dire que la première chose qu'il faudrait faire, c'est de dire à la France de sortir du système CFA. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'accord de coopération monétaire, qu'il n'y ait plus de convention de garantie. Et ça veut dire que maintenant, les Africains vont décider entre eux-mêmes ce qu'il faut faire. Et donc, là, c'est un préalable. Et c'est ce préalable-là même que le président nigérian de l'époque, Mohamed Buhari, avait exigé pour la poursuite de l'écho. Il avait dit au pays CFA, en Afrique de l'Ouest, tant que vous ne coupez pas le lien avec le trésor français, on ne pourra pas aller loin. Donc, la première chose que la France aurait pu faire de manière unilatérale et pour couper court à toutes les critiques, etc., c'est de dire que, voilà, j'en ai assez et maintenant je sors, débrouillez-vous.
Donc ça aurait pu être la réponse responsable vraiment de la France. Mais la France n'a jamais voulu le faire parce que la France n'a rien à perdre avec le maintien du système CFA d'un point de vue économique. Peut-être d'un point de vue symbolique, son image va être écornée, mais d'un point de vue économique, la France n'a rien à perdre à maintenir le système CFA. Et donc, supposons que la France sorte du système CFA, ça ne résoudrait pas le problème. Parce qu'après, la question, c'est quel taux de change il faudrait avoir et est-ce que ce taux de change serait bénéfique à tous les pays? Donc ça, c'est un problème de fond. Et on n'a pas encore eu le temps d'en parler parce que justement, on est toujours dans cet argument pro-français, anti-français, stabilité, non-stabilité. Et l'autre chose, c'est que l'UEMOA, jusqu'à présent, comme la CEMAC, hein, en fait, ce sont des cadres d'intégration qui ont tout fait pour que les pays membres n'aient pas de système financier autonome. C'est-à-dire que tout a été fait dans ces cadres-là pour que nous n'ayons pas nos propres banques, pour que nous contrôlions nous-mêmes nos systèmes financiers, nos marchés financiers, en tout cas le secteur de l'assurance, etc. Donc, tout a été fait pour qu'on ait des systèmes financiers extravertis, c'est-à-dire contrôlés par l'étranger. Et donc, ça aussi, c'est un problème qui est totalement différent et on n'en a pas encore parlé. Et donc, ça veut dire que si même la France sortait, les problèmes ne seraient pas résolus. Parce qu'il ne peut pas y avoir de développement économique s'il n'y a pas un contrôle du système financier, un contrôle national du système financier. Et donc, je ne pense pas qu'à l'échelle de l'UEMOA, ce soit possible. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Et beaucoup trop de temps, ça veut dire qu'on continuera à infliger des misères à nos populations. Et donc, il y a tous ces éléments dans le débat sur le CFA. Et certains n'ont pas pu apparaître parce que jusque-là, on a été dans un faux débat pro-français, anti-français, stabilité économique versus inflation dans les pays voisins, etc. Donc la question, c'est comment avoir un contrôle national sur le système financier pour permettre l'allocation des ressources dans les secteurs qui vont permettre le développement, qui vont permettre l'industrialisation avec des taux de change qui soient en phase avec le niveau de développement et les caractéristiques économiques des pays, voilà, de chacun des pays. Alors, Stéphane Séjourné, le ministre français des Affaires étrangères, dit au fond, les Africains doivent se débrouiller et nous dire ce qu'ils entendent faire du CFA. Dans les faits, les pays africains ne s'entendront pas. Il n'y aura pas de consensus, surtout si la France continue de peser sur certains d'entre eux qui sont un peu ces porte-voix sur la scène de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique centrale. Alors, par exemple, prendre le cas de l'Afrique de l'Ouest avec l'arrivée du PASTEF au pouvoir. En cas de désaccord entre les deux places fortes de la zone UEMOA, c'est-à-dire entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal sur ce dossier du franc CFA, qu'est-ce qui se passera? Bon, on ne sait pas. On sait pas. L'année prochaine, il y aura des élections en Côte d'Ivoire. On va voir ce que ça va donner. Mais la donne actuellement, une donne importante, c'est les trois pays de l'AES, Mali, Burkina Faso, Niger, qui sont dirigés par des régimes militaires. Ces pays ont formellement déclaré qu'ils voulaient sortir du franc CFA. Ils n'ont pas, en tout cas, notifié leur décision encore. Et ils travaillent à avoir leur propre monnaie. Peut-être que ce sera une monnaie unique. Est-ce qu'ils y travaillent ou alors c'est juste une menace? Ils ont annoncé cela. Le général Tchani a annoncé cela. Et déjà en décembre 2023, si je ne me trompe pas, ils avaient mis en place une commission chargée de réfléchir sur ces questions-là, c'est-à-dire comment aller vers la souveraineté monétaire et renforcer l'intégration entre ces trois pays. Et donc ça, c'est une donne fondamentale. Il faut en tenir compte. Et je pense qu'il est de l'intérêt de ces pays, en tout cas, de s'unir sur le plan monétaire et de sortir du système franc CFA. Parce que, comme le disait en fait un économiste, Ali Zafar, quand vous avez le franc CFA, c'est comme si vous couriez un marathon avec un frigo sur le dos. Et donc, ces pays du Sahel, ils ont 2 frigos sur le dos pour courir un marathon. Ça ne peut pas marcher. Et donc, tôt ou tard, ces pays doivent sortir. C'est quoi le deuxième donc, frigo sur le dos? Bon, je veux dire, parce que déjà pour les pays les plus avancés, en tout cas de cette zone, le Sénégal, c'est déjà un frigo. Mais pour les pays qui ont encore plus de défis, les pays sahéliens, c'est un second frigo d'une certaine manière sur le dos. Donc, ces pays ont encore plus besoin de la souveraineté monétaire. C'est pas que ce soit la panacée, mais c'est que le système franc CFA les condamne à la pauvreté éternelle, d'une certaine Alors, manière. la question que je voulais poser, c'est que ce soit la réforme ou la rupture, elle ne peut arriver d'un point de vue institutionnel dans ce cadre du franc CFA que sur la base d'un consensus, j'imagine. Or, il est probable que si la France ne veut pas qu'il y ait de consensus, en l'état actuel du développement politique de ces pays, il n'y aura pas de consensus. En fait, tous les pays peuvent sortir du système CFA.
On Vous prenez pourrait le dire cas pour une sortie groupée, la fameuse sortie groupée, ou bien la fameuse réforme globale qui mettrait à distance l'ancienne puissance coloniale. Dès lors qu'on reste dans ce cadre, il faut le consensus. Oui, il faut le consensus. Et c'est pourquoi ça me paraît très peu probable d'un point de vue politique. Donc, on aura juste de nouvelles réformes cosmétiques. Il faut changer le nom. Et dès qu'on change le nom, il faudra de nouveaux signes monétaires. Ça va prendre du temps et ça ne résoudrait pas la question. Ça ne résoudrait pas la question. Et de toute manière, c'est pourquoi, en fait, la monnaie est toujours un projet politique. Il y en a même qui parlent de projet constitutionnel. En fait, il appartient à chaque gouvernement de dire en fait, quelles sont ses ambitions sur le plan économique? Qu'est-ce que ce gouvernement voudrait faire? Et quel rôle la monnaie doit jouer? Parce que si c'est juste pour dire que le non CFA ne nous plaît pas, mais en fait, ça, c'est pas une critique, hein, parce que ça ne vous mène nulle part sur le plan économique. Nulle part. Et donc, si c'est pour juste dire, voilà, on va faire sortir la France et la France n'accepte pas et la France continue de peser en manipulant certains États, ça va être du statu quo, ça va être du surplace. C'est pourquoi il me semble que en tout cas, la forme de sortie la plus probable d'un point de vue politique, c'est que certains États prennent les responsabilités. Les trois États de l'Est peuvent dire, nous, nous décidons de sortir, et je pense que c'est prévu par le traité de l'UMOA, article 36. Donc, tout État peut sortir, et au bout de 6 mois, la sortie, elle est matérialisée, et même bien avant, si l'État veut sortir bien avant, c'est également possible. Tout ça est prévu par les traités. Et donc, un État un peu comme le Sénégal, lorsqu'il sera prêt, va dire, moi, si je sors et j'ai pas besoin de négocier avec qui que ce soit, je veux dire, il y aura une négociation, bien entendu, pour dire, bon, comment on gère les réserves, ces choses comme ça, les dettes qui existent. Mais tout État a la latitude de sortir de l'UEMOA. Et il me semble que c'est beaucoup plus probable d'un point de vue politique que de dire qu'on va avoir le consensus au niveau de l'UEMOA ou bien qu'on va attendre la monnaie de la CEDEAO qui n'arrivera même pas avant 2040 ou 2050. Alors, est-ce que le fait que la dette des pays africains soit souvent libellée en euros n'a pas un effet un peu anxiogène sur une éventuelle sortie du CFA, sachant que le risque de change sur la dette est limité par la parité fixe CFA-euro quand c'est une dette européenne, enfin libellée en euros? En fait, le problème, il est plus général que ça, dans le sens où, du moment que vous décidez de sortir, toute votre dette est en monnaie étrangère. Ce que les gens ne disent pas, c'est que quand vous êtes dans une union monétaire, la monnaie que vous avez, c'est une monnaie étrangère. Je veux dire, ça, c'est pas spécifique aux francs CFA. Par exemple, l'euro, c'est une monnaie étrangère pour la Grèce, c'est une monnaie étrangère pour l'Italie, dans le sens où ces pays n'ont pas de contrôle sur la Banque centrale européenne. C'est pas leur propre Banque centrale nationale. Et donc, le moment où vous décidez de sortir, toute votre dette est une dette en monnaie étrangère. Et donc, c'est une situation que vous devez gérer. La particularité des pays de l'UEMOA, c'est qu'en fait, les pays CFA de manière générale, c'est que ce système a été créé pour permettre à la France de s'ajuster dans un monde dominé par le dollar. C'est-à-dire les transactions financières, les transactions commerciales et de manière générale les transactions courantes sont libellées en dollars partout. Et donc, la France a voulu dire, moi, il me faut m'ajuster, c'est-à-dire acheter des importations dans ma propre monnaie, le franc à l'époque, et aussi pouvoir bénéficier des surplus extérieurs de mes colonies, ex-colonies. Donc, leurs dollars, je les prends, je les convertis en francs, je leur dis, vous déposez ça auprès des comptes d'opération, etc. Et donc, ça veut dire que les pays CFA sont dans un grand écart monétaire. C'est-à-dire que la plupart de leur commerce et la plupart de leur dette extérieure est livrée en dollars, mais leur monnaie est fixée à l'euro. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand l'euro prend de la valeur par rapport au dollar, ces pays perdent de la compétitivité. Et donc, voilà, et ça dégrade leur balance commerciale, leurs produits agricoles ne sont pas compétitifs, etc. Et donc maintenant, quand l'euro se déprécie par rapport au dollar, et ça c'est arrivé par exemple au début de la guerre russo-ukrainienne, donc qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que la charge de la dette libellée en dollars en monnaie CFA augmente et vous avez aussi de l'inflation importée. Donc ça veut dire que dans un monde qui est dominé par le dollar, en fait, ça n'arrange pas les pays CFA de s'arrimer à l'euro. S'ils s'arrimeraient au dollar, peut-être qu'ils seraient dans la zone dollar et voilà, ils vivraient les choses directement. Mais là, ils sont dans un grand écart monétaire. Et c'est pourquoi c'est très compliqué pour ces pays. Il n'y a aucune conjoncture, en fait, finalement, qui les bénéficie. Que le dollar s'apprécie ou baisse, ils auront toujours des problèmes. C'est pourquoi la réforme du taux de change, elle est importante. Mais la France, voilà, dit non, il faut rester avec l'euro parce que je donne une prétendue garantie en euros, etc. Donc, à un moment donné, les pays qui voudront vraiment se développer, comme par exemple le Sénégal qui va exporter des hydrocarbures, vous ne pouvez pas avoir des recettes d'exportation en dollars et à chaque fois
devoir convertir une partie en euro, etc. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le système CFA. Ça Mais n'a justement, absolument aucun sens. tout cela arrive dans une période où les pays d'Afrique de l'Ouest sont en train de s'enrichir vraiment. Le Sénégal s'enrichit vraiment de manière inédite depuis son indépendance avec le développement des hydrocarbures, notamment du gaz, à une période à la guerre avec l'Ukraine, le Sénégal étant finalement assez proche des États-Unis et de l'Europe d'ailleurs. Et il y a également le Niger, par exemple, qui devient un gros producteur de pétrole. Et en réalité, ça veut dire que ça fait des euros encore en plus dans la gibecière du Trésor français, d'une manière ou d'une autre, si on en croit tes explications, si on en croit vos explications. Alors, est-ce que ça va se passer aussi facilement aujourd'hui, là où, il y a peut-être 20 ans, à la fin des années 90, ou bien pendant les années 90, il y avait une sorte de, et même au début des années 2000, il y avait une sorte de, disons, de lassitude de certains observateurs européens pour l'Afrique qui ne se développerait jamais. Aujourd'hui, l'Afrique s'enrichit, même si elle s'enrichit mal, si les inégalités sont grandes. Et donc, est-ce que là où on aurait pu abandonner en disant ils s'en sortiront jamais, on peut encore avoir envie d'abandonner alors que le pactole grossit? En fait, il n'y a pas de raison d'être pessimiste. S'il y a un bon modèle économique, il y a les instruments, le budget, la monnaie, les instruments de la politique industrielle commerciale, les pays africains peuvent s'en sortir s'ils ont des dirigeants sérieux. Mais bon, l'Afrique ne s'est pas enrichie, ces pays ne sont pas enrichis, ces pays se sont appauvris. Vous prenez le Non, cas du Niger. je parle des recettes Oui, pétrolières et tout à fait. gazières qui arrivent. Tout à fait, oui. Il y a ces nouvelles ressources. Mais ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, en termes de revenus réels par habitant, le Niger, par exemple, en 2022, son niveau de revenus réels par habitant était inférieur de 37% au meilleur niveau de revenus réels par habitant de son histoire, qu'il a atteint en 1965. Donc, ça veut dire que les Nigériens étaient beaucoup plus riches en 1965 que maintenant. Prenez le cas du Sénégal, son meilleur niveau de revenus par habitant, réel par habitant, c'était 1961, et le Sénégal n'a rattrapé ce niveau qu'en 2014. La Côte d'Ivoire n'a toujours pas rattrapé son meilleur niveau de revenus réel par habitant, qui date de 1978. Donc, ces pays se sont appauvris et la croissance récente qu'ils ont eue depuis 2012, c'est une croissance qui rattrape les mauvaises performances passées. Et ça, on peut le comprendre parce que quand vous avez une crise économique, dans le cas de ces pays où il y a des taux de change fixes, la seule manière de s'adapter, mais c'est à travers ce qu'on appelle la dévaluation interne, c'est-à-dire que, bon, vous appauvrissez votre économie, les entreprises ferment, etc. Ça, bon, les Européens le savent avec ce qui s'est passé en Grèce. C'est la dévaluation interne. Maintenant, il y a de nouvelles ressources économiques qui pourraient booster le développement de ces pays si ces pays Et ont c'est le là qu'on contrôle. demande aux tuteurs de partir. Oui, oui, c'est ça. Et donc, si ces pays ont le contrôle sur ces ressources économiques et que les recettes sont exploitées judicieusement, je veux dire, on n'achète pas des jets privés, mais on achète des équipements pour développer l'agriculture, etc. Là, ça peut marcher. Mais c'est pourquoi c'est toujours important de penser au modèle économique, parce que la monnaie, c'est un instrument au service d'un projet économique. Et si le projet économique, c'est pour les classes dirigeantes et c'est pour l'extérieur, la réforme monétaire, bon, n'accomplira pas de miracle. Donc, c'est l'importance du modèle économique. Mais là, jusque-là, ce qu'on a dit, c'est que c'est pour les intérêts coloniaux extravertis, les intérêts des classes supérieures. Et donc, tant qu'on est dans ce schéma, bon, mieux vaut garder le CFA. Mais si on a un schéma pour dire que nous, ce que nous voulons, c'est une accumulation de type un peu autocentré, voilà, augmenter, disons, le pouvoir d'achat des masses, élargir les marchés intérieurs. Dans ce cas, il faudra quelque chose d'autre, un autre type d'articulation économico-monétaire. Et donc, les ressources nouvelles permettent d'aller vers cette dynamique. C'est-à-dire que ces pays ont beaucoup plus de munitions. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce système ne bénéficie pas seulement à la France, parce que la France, justement, vu son déclin économique, n'est plus en mesure de monopoliser le bénéfice extractif, disons, du système CFA. Ça également, il faut le dire. Ça bénéficie donc à qui d'autre? À tous les intérêts extravertis, y compris les intérêts des classes dirigeantes africaines. Merci beaucoup, Ndongo Sambasila. En tout cas, bon, quelque part, c'est une bonne nouvelle. Effectivement, l'Afrique a connu la période la plus difficile dans les années 70, 80, 90 et peut-être 2000. Et là, avec les nouvelles ressources et également avec les compétences nouvelles des Africains qui sont beaucoup plus éduqués et peut-être aussi avec la jeunesse et le vent de démocratisation qui souffle, le moment est plus propice que jamais pour finalement s'affranchir, on peut dire. Et c'est ça la bonne nouvelle. Tout à fait, c'est une très bonne nouvelle.
Merci beaucoup Ndongo Samba Sylla et merci à vous d'avoir regardé Décrypter l'Afrique, l'entretien.